Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes lectures de mars. Mars a été un mois compliqué, un petit peu déprimant et traumatisant pour moi. Heureusement il y a eu la lecture. Donc j'ai pas mal lu, je suis plutôt contente. J'ai lu un total ce mois-ci de 8 romans, 10 mangas et 2 BD. Je vais pas passer en revue les 10 mangas et les 2 BD en détail, je vais surtout mettre en avant certaines lectures qui m'ont marqué. Et puis pour ce qui est des suites de sagas, je vais peut-être pas forcément non plus y passer 3 heures. Mais voilà, plutôt contente de ces lectures. Vraiment j'ai eu quasiment que des superbes lectures, donc vraiment trop bien ce mois-ci. Enfin ce mois de mars, hein, parce que là on est un peu tard en avril, je regarde ça mais j'ai pas du tout de montre. Hein. Donc bah écoutez, c'est parti. Je découpe donc en 3 parties, on va commencer par la fantasy, ensuite on passera à la romance et ensuite on passera à tout ce qui est manga graphique, BD, tout ce que vous voulez. Le premier livre que je vais vous montrer fait partie des rares livres que j'ai achetés et quasiment tout de suite lu en fait. Il s'agit donc du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Celui-ci, il m'avait fait souvent de l'œil à sa sortie en VO, avec les avis notamment en VO, mais c'était surtout son ambiance qui m'intéressait. Et en fait, quand De Saxus l'a sorti, j'ai pas sauté dessus tout de suite. Et en fait, je suis tombée sur plein de fan art, etc. sur TikTok notamment, et j'ai dit ok, c'est vraiment ça qu'il me faut. J'étais vraiment dans un mood où je voulais de la fantaisie, de la romance, quelque chose qui est facile à lire. Et vu que celui-ci est classé 14 ans et plus, je me suis dit let's go. Et franchement, je l'ai pas lâché, j'ai été addict à ma lecture. Pourtant, c'est pas du tout un livre qui est exempt de défauts. Dans le Royaume des damnés, en fait, on va se retrouver en Sicile. On sait pas trop à quelle époque. Pour moi, c'était quand même il y a quelques années, mais il y a vraiment pas trop d'indications. On suit Emilia, qui est une jeune sorcière qui habite avec toute sa famille en Sicile. Sauf que il y a des choses bizarres qui vont se passer puisque des jeunes sorcières vont se faire assassiner, mais de manière vraiment très violente. Donc il y a un énorme mystère et une énorme menace qui va peser sur le sort des sorcières. Et il va se passer quelque chose d'assez horrible pour Emilia qui va faire qu'elle va invoquer un démon pour résoudre un petit peu ce mystère autour des meurtres des sorcières. Sauf qu'elle n'a pas fait attention, elle sait pas trop utiliser cette magie et elle invoque un des damnés du royaume du diable, et il s'agit de Colère, puisque tous les damnés ont voilà, cette particularité d'être le représentant d'un des péchés capitaux. Donc là c'est Colère qu'elle a en face d'elle, et avec Colère elle va devoir s'associer malgré tout pour résoudre ces meurtres mystérieux, ce qui va voilà, donner une relation assez compliquée entre sorcière et damné, puisqu'ils sont censés se détester. Et ils se détestent, vraiment. Voilà, au-delà de ça, moi ce que j'aime, c'est vraiment cette histoire de sorcière, du royaume des damnés, avec voilà, ces péchés capitaux, ce diable à protéger qui en fait menace en fait de réussir à revenir dans le monde des humains. Et au-delà de ça, franchement, c'était quand même hyper facile, beaucoup de facilité scénaristique, une écriture franchement hyper simple qui peut, voilà, enfin, j'ai l'impression que c'était une écriture voilà, qui n'avait pas vraiment de patte. Je sais pas du tout si c'est dû à la traduction, je me le demande vraiment parce que c'était... Voilà, des fois ça m'a un petit peu perturbée parce que c'était hyper facile, hyper simple, hyper écrit un petit peu par monsieur tout le monde quoi. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y avait pas vraiment de style en fait. Donc voilà, pas mal de défauts, notamment aussi des petites choses un petit peu incohérentes, un personnage qui est Emilia un petit peu creux quand même. Pourtant moi j'ai adoré Colère, j'ai quand même eu de l'attachement pour Emilia et j'ai très hâte de lire la suite puisque je pense que la suite peut être encore mieux, puisque c'était quand même un tome assez introductif où à la fin en fait on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions. Donc voilà, c'est quand même un livre avec beaucoup de défauts et pourtant je lui ai mis 4,25 étoiles sur 5 parce que voilà, je l'ai dévoré, j'arrivais pas à le lâcher parce que j'avais envie d'en savoir plus et de voir évoluer la relation entre Colère et Emilia.
Ensuite, j'ai lu le tant attendu Throne of Glass, donc j'ai lu le premier tome. Finalement, j'ai pas commencé par The Assassin's Blade, qui est le préquel, que je voulais commencer par celui-ci, parce qu'en fait, il y a plusieurs ordres dans lesquels on peut lire la saga. Finalement, je le lirai après le tome 3, il me semble. Ouais, c'est ça. Je le lirai après le tome 3, donc voilà. Donc j'ai commencé par le premier tome, je me suis dit, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, let's go. Throne of Glass, du coup, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment la saga qui m'a fait commencer la lecture en VO. Et donc là, ça y est, donc on y est, je commence cette saga. Donc c'est parti. Le pitch de départ de Throne of Glass, c'est qu'on retrouve donc Selaena, qui est une jeune et très célèbre assassineuse. Et au début du récit, alors qu'elle est dans des mines esclaves en fait, c'est le prince d'Adarlan lui-même qui vient la chercher pour faire partie donc des participants à la compétition qu'organise le roi et pour peut-être avoir la chance de devenir le champion attitré du roi, qui permettra donc à Selaena de retrouver sa liberté totale au bout de quelques années. Donc Selaena va arriver à la cour, mais elle va devoir se faire passer pour une jeune femme d'une bonne famille, pour ne pas éveiller les soupçons, parce que c'est une compétition en fait qui est un peu secrète qu'organise le roi, et il faudrait pas que les gens de la cour sachent que y a la plus grosse assassineuse de tout le pays, très célèbre, qui loge dans le château en fait. C'était un premier tome hyper prenant, franchement je l'ai pas lâché. Voilà, on a vraiment des personnages hyper charismatiques, une héroïne super badass. Voilà, c'était vraiment super cool. On a un début de world building hyper solide. Vraiment ça donne envie d'en savoir plus sur la suite. C'est quand même une longue saga de 7 tomes, donc on sait que en fait ce sera un univers vraiment très riche. Et de ce que là on en voit dans ce premier tome, ça me donne très envie. Je lui ai mis 4,5 sur 5, tout simplement parce que la petite chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que je trouve que les relations entre les personnages vont assez vite, puisque Selaena c'est quand même censée être une assassineuse, voilà, elle n'est pas censée être trop aimée. Et au final, je trouve qu'elle arrive quand même à se faire rapidement voilà, des relations, des amis, etc. Voilà, c'est un petit peu le petit truc qui m'a un petit peu chiffonné, mais sinon c'était génial et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Du coup, je vais lire un tome par mois et donc ça me fait terminer la saga vers octobre, quelque chose comme ça. Mais très hâte de découvrir la suite, mais ça n'annonce que du bon. Il y a quelques années, on avait commencé avec une amie à moi la relecture d'Harry Potter. On avait mis en stand-by puisque voilà, les choses ont fait qu'on n'a pas continué. Du coup là, on s'y remet et on s'était arrêté donc à la lecture de ce tome 5 que j'ai relu donc en mars. Je vais être assez rapide dessus, voilà, parce que tout le monde connaît, et voilà, on va pas non plus s'étaler dessus, mais voilà. Tome très sympathique, mais vraiment pas mon préféré, franchement je le préfère au livre, parce que je trouve qu'on retranscrit mieux certaines choses, et c'est quand même un tome assez lent, et je trouve que voilà, la noirceur de celui-ci est vachement mieux retranscrite, je trouve, dans le film. Mais voilà, c'était Harry Potter, donc forcément j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé sur la première partie, le Golden Trio assez insupportable. Genre grandissez les gars. On est censé lire le tome 6 en avril, c'est censé être mon tome préféré. Donc on croise les doigts pour que ce soit toujours celui-ci et qu'il soit toujours aussi bien, mais je vous tiens au jus évidemment. Pour terminer avec tout ce qui est fantasy, fantastique, voilà, littérature de l'imaginaire finalement, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue, le fameux, voilà, que tout le monde en parle. Et c'était vraiment une super chouette lecture, c'est-à-dire qu'au début je lui ai mis 4,5 sur 5. Et en fait j'ai ressassé le roman pendant des jours et je me suis dit non mais en fait c'est un coup de cœur. Donc voilà, je vous présente le coup de cœur de la vidéo. Bon, ça étonne pas grand monde puisque beaucoup ont eu des coups de cœur pour celui-ci, mais c'est quand même un récit, je trouve, où on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, moi ça l'a fait totalement avec moi. Et le pitch d'Adi Larue, c'est qu'on se retrouve au XVIIIe siècle, on fait la connaissance d'Adi qui n'est pas du tout satisfaite de sa vie, elle est très malheureuse. Et accidentellement, elle va faire appel au diable et elle va lui dire qu'elle souhaite la liberté et du temps. C'est ce qu'il va lui donner.
sauf que voilà, avec le diable, faut pas trop jouer, il est assez malsain et du coup, après sa rencontre avec le diable, elle se rend compte que absolument tout le monde l'a oubliée. Alors elle est certes éternelle, elle est devenue éternelle, mais tout le monde l'a oubliée, ses parents, ses amis, etc. Elle ne peut tisser de lien avec personne puisque dès qu'elle commence une conversation avec quelqu'un, il suffit que la personne détourne un petit peu son attention d'elle pour que la personne l'oublie. Donc c'est impossible pour elle d'avoir un travail, des amis, une famille, etc. Et ça pour l'éternité. Donc pitch un petit peu triste quand même, voilà, déprimant on va dire. On a vraiment 3 personnages qui se distinguent dans cette histoire. On a Adi du coup, on a Luc qui est le prénom qu'a donné Adi au diable en fait, puisque on va le revoir un petit peu au cours du récit, puisque en fait c'est la seule personne qui connaît l'existence d'Adi. Et puis le récit est aussi découpé dans une autre période qui est la nôtre au XXIe siècle, où là, elle va faire la connaissance de Henri, qui est la première personne qu'elle va rencontrer, qui se souvient d'elle. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais ça a été un coup de cœur, puisque en fait c'est un récit, voilà, très axé sur la psychologie, les sentiments, la manière d'exister. On est beaucoup dans les pensées d'Adi, c'est hyper poétique, franchement j'ai beaucoup aimé cette dimension poétique, cette dimension de l'art aussi. J'ai adoré le personnage d'Adi, mais j'ai encore plus aimé le personnage de Henri, qui m'a personnellement touchée par son histoire, son vécu, ses émotions. Voilà, c'est vraiment celui dont je me suis sentie le plus proche, puisque voilà, il a un certain vécu que je vous laisserai découvrir. Et Luc, qui finalement est censé un petit peu être l'antagoniste, mais pour qui je me suis quand même pris d'une certaine affection. Voilà, il m'a un petit peu, voilà, j'ai eu beaucoup d'empathie quand même pour lui, j'ai réussi un petit peu à comprendre ses émotions aussi. Bref, c'est un livre très intéressant en fait, parce qu'on se met à la place de gens qui ont des valeurs, des espoirs, des espérances et qui voilà, font que ils ont vraiment du mal à atteindre ce qu'ils veulent dans la vie, quoi, et que la vie leur met pas mal de bâtons dans les roues. Bref, je ne m'étale pas trop dessus, je pense qu'on a compris que ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment, si la lenteur d'un récit ne vous fait pas peur, plongez dedans. Moi, c'est un petit peu ce qui a fait que j'ai mis 4,5 au début, c'est que je trouve que la première partie est assez lente, puisque on fait des allers-retours entre présent et passé, et au final on se rend compte que le passé est de plus en plus intéressant, donc au fil du temps en fait tout se rejoint, tout est lié, tout est bien fait, bien accordé. Bref, merci Will Schwab pour ce livre, vraiment. Passons à la romance avec Love on the Brain de Ali Hazelwood, donc que j'ai lu dans sa version VO mais qui va bientôt sortir en France, dans une belle édition collector en plus, donc si vous avez aimé The Love Hypothesis, je pense que vous adhérerez à celui-ci aussi. La particularité d'Ali Hazelwood, c'est qu'elle fait des romances autour de l'univers de la science. Et donc dans celui-ci, on n'échappe pas à la règle, puisqu'on va suivre Bee, qui a l'opportunité de travailler sur un projet avec la NASA durant quelques mois, donc c'est vraiment une superbe opportunité. Sauf qu'elle va se retrouver avec Levi, qui est un petit peu son ennemi d'école de sciences, puisqu'elle l'a rencontré à l'époque quand elle faisait ses études. Elle l'a jamais trop apprécié, puisqu'il l'a toujours un petit peu ignoré, voilà, un petit peu snobé. Il a jamais été très tendre avec elle. Ils sont jamais forcément non plus parlé, mais voilà, elle a l'impression que lui, sa vie, c'est saboter la sienne. Donc voilà, ils vont devoir un petit peu cohabiter sur ce projet qui pourtant, voilà, ça lui tient beaucoup à cœur de travailler sur cette mission. Mon avis dessus, c'est que j'ai beaucoup aimé, tout comme un petit peu moins quand même que The Love Hypothesis. On est censé être sur un enemies to lovers, mais voilà, pour moi encore une fois, j'estime pas que c'est un réel enemies to lovers. Mais bon, soit, vous ferez votre propre avis. Il avait un petit peu un côté hollywoodien sur la fin, qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est-à-dire pas une scène d'action, voilà, il y a un petit mystère en fait derrière cette histoire-là.
Mais sinon, voilà, il y a des chats, si vous aimez les chats, si vous aimez aussi les personnages qui sont fans, qui ont une idole, c'est-à-dire que Bee est totalement fan de Marie Curie, donc vous allez en apprendre plein sur elle. Donc voilà, c'était une lecture hyper sympathique que j'ai trouvé assez simple à lire, même si voilà, il y a toujours ces termes scientifiques qui me saoulent un peu en anglais parce que je comprends rien. Mais sinon, j'ai quand même réussi à comprendre en grosse partie le projet sur lequel il travaille. Euh, donc c'était ça qui était intéressant. Et voilà, donc c'est assez adulte puisque je crois qu'ils ont à peu près 28 ans, quelque chose comme ça dans le livre. Donc voilà. Par contre, toujours une scène de smut assez un petit peu crue qui déteint un peu par rapport au personnage. C'est un petit peu le problème rencontré aussi sur The Love Hypothesis, qui a un petit peu désarçonné beaucoup de gens. C'est un petit peu la même chose dans celui-ci. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, on passe à d'excellentes lectures puisque j'ai enfin lu les Campus Drivers, donc les 2 premiers tomes seulement. Celui-ci, c'est mon préf, ok? Je pensais que ça allait être celui-ci, Book Boyfriend, parce que vu le titre, voilà, ça me parle. Mais voilà, finalement c'est celui-ci. Mais bref, vous savez pas de quoi ça parle pour certains, donc je vais vous dire de quoi ça parle avant de vous donner mon avis. Campus Driver, c'est quoi? C'est une appli en fait que 4 mecs sur une fac ont conçu. Et donc avec leur belle voiture, ils font le Uber en fait sur le campus, parce que c'est un gros campus, pour déposer des gens d'un point A à un point B. Généralement des filles, voilà, c'est 4 mecs quand même, voilà. Ils sont beaux, ils sont charismatiques, tout le monde les aime, bref, vous avez compris le délire. Dans le premier tome, on suit Lane, un des campus drivers, qui vit tout seul dans son appartement, et alors qu'il rentre un soir, il va trouver dans sa cage d'escalier une jeune fille qui est recroquevillée sur elle-même, avec des sacs, et en fait elle vient de se faire quitter par son mec et sortir de chez elle en fait, puisque voilà, elle habitait aussi dans le même bâtiment, et donc elle a nulle part où aller, donc il a pas du tout envie de l'accueillir, mais il va l'accueillir, et en fait il va se passer plein de choses hyper loufoques, hyper what the fuck, hyper mais c'est trop, plein de coïncidences, et c'est ce qui fait la force de Campus Driver, c'est vraiment l'aspect humour en fait que j'ai adoré. Ça a été une bouffée d'air frais pour moi celui-ci. J'ai adoré détester aussi le personnage masculin. Franchement, j'avais envie de secouer dans tous les sens, et au final, je les aime trop, je les ai trop aimés. J'ai trop aimé l'alchimie qu'il y avait entre ces 2 personnages-là. Voilà, j'ai aimé leur rencontre, j'ai aimé la création de leur relation, c'était vraiment top. Et dans celui-ci, on est sur un petit peu autre chose, puisqu'on va suivre Donovan, qui est un autre Campus Drivers, qui, après un événement dans sa vie, veut devenir ne veut plus être ce mec coureur de jupons. Il veut savoir comment être le copain parfait. Du coup, il fait appel à Carrie, il me semble qu'elle s'appelle. Oui, Carrie, qui, elle, voilà, plonge toute sa vie, elle est plongée dans des romances érotiques, etc. Et donc, elle sait ce que c'est le parfait mec. Et donc, elle va lui donner un petit peu des cours. Et voilà, de fil en aiguille, ils vont apprendre un petit peu plus à se connaître. Celui-ci, pareil, sympa, toujours aussi drôle, mais j'avoue que j'ai moins aimé l'alchimie entre les personnages. Pour moi, ils sont plus amis qu'autre chose. J'ai moins aimé aussi la construction de leur relation, enfin la manière dont la relation débute, entre guillemets, c'est moins ma cam, mais voilà, il était quand même très bien, et j'ai juste envie voilà, de foncer sur le tome 3 que je me suis procuré récemment, et que je vais lire ce mois-ci normalement. Donc voilà, ça se lit super vite, c'est frais, drôle, enfin franchement foncez si ça vous tente, et que vous voulez juste couper votre cerveau et penser à autre chose. Vraiment, Campus Driver, c'est un petit peu parfait quoi. Et enfin, pour terminer avec les romans et les romances, du coup, j'ai découvert Emma Green, je l'avais jamais découverte, donc c'est la première fois, avec PS Oublie-moi. Donc là, on est sur un Enemies to Lovers, où on va suivre donc Léonore, qui passe des castings pour être mannequin, sauf qu'elle a voilà, une particularité physique, qui est une grande blessure pour elle, un grand traumatisme, qui fait qu'elle n'est prise nulle part, sauf chez Strong and Strange.
qui est une agence de mannequinat qui recrute voilà, des gens avec des particularités qui sortent un peu des standards de beauté. Sauf qu'évidemment, un des directeurs de cette agence, c'est son premier amour qui lui rappelle son passé douloureux, à qui elle en veut à mort, elle le déteste. Sauf que lui, il veut vraiment qu'elle rentre dans son agence de mannequinat parce que elle a cette particularité, il en a envie, il veut qu'elle travaille avec lui. Il veut qu'elle travaille avec lui. Voilà, petite leçon de français. Et j'ai vraiment aimé cette idée de mannequinat qui sort des standards et tout. Franchement, ça, c'était super intéressant. Après, voilà, petite romance, enemies to lovers, sympa, mais franchement, le mec qui veut jamais s'excuser, voilà, qui est un peu salaud, et elle qui revient. Je l'ai un peu senti comme ça aussi. J'ai pas forcément non plus trouvé d'alchimie entre les deux, même si ça aborde quand même plein de sujets aussi assez profonds aussi, notamment sur la maladie mentale et, euh, et, euh, et plein d'autres choses. Bref, c'était quand même assez riche. Voilà, ça se lit bien, mais je lui ai mis, je crois, 3,5, 3,25 sur 5. Ça sera affiché là de toute façon. Donc voilà, lecture sympa, mais je pense que je retesterai Emma Green avec un autre titre pour voir ce qu'elles peuvent proposer d'autres, puisque je ne vais pas m'arrêter à un seul ouvrage. Voilà, ça m'a pas transcendé, mais c'était bien pour se vider la tête en tout cas. On va passer donc au graphique. J'ai enfin lu donc les 2 tomes de Otherworld Barbara, donc de Moto Hagio, dont je suis fan depuis que j'ai lu son anthologie sortie en France. Moto Hagio, voilà, c'est un petit peu un des symboles du shoujo. Voilà, on s'inspire beaucoup de son travail actuellement pour notamment les shoujo. Et donc c'est très intéressant de lire ça. Il y a d'ailleurs le Clan des Pots qui est sorti ce mois-ci, donc foncez l'acheter. Parce que c'est génial d'avoir ça en France. C'est quand même des titres assez compliqués à avoir sur le territoire français. Otherworld Barbara, je vais pas vous en parler 3 piges parce que c'est hyper particulier. Je saurais pas vous l'expliquer sans trop vous en expliquer. Moi j'aime pas trop spoiler parce que pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui se lit sans trop en savoir. On oscille vraiment entre monde onirique et monde moderne au Japon. Il y a plein d'intrigues qui vont s'entremêler, des personnages, on va découvrir qui est qui dans ce monde onirique par rapport au réel, etc. Voilà, c'est un mélange de fantastique, de science-fiction, de thriller. Par contre, je peux vous parler de la beauté des planches. Voilà, c'est super bien découpé. Ça a ravi ma lecture. J'ai adoré. C'est vraiment très joli. J'essaie de vous en trouver une que j'ai en tête. Je sais plus où c'est par contre. Voilà, on est quand même sur un dessin qui est hyper joli. C'est des grandes planches, donc le fait que ce soit un grand format, ça rend vraiment hommage au talent de Moto Hagio. Ah, c'est celle-ci que je cherchais. Hop. Voilà. Bref, récit assez spécial, mais hyper envoûtant. J'ai quand même préféré le tome 1 par rapport au tome 2, où j'avais beaucoup plus d'émotions. Voilà. Le tome 2, j'avoue que j'ai un petit peu un petit peu moindre, mais pour autant très bonne lecture, très belle découverte. Et il me tarde de découvrir le Clan des Pots du coup suite à ça. J'ai aussi lu Manabu, donc c'est en 2 tomes en France. Je sais pas si on les trouve encore en neuf, moi je les avais achetés d'occasion, mais vous devriez pouvoir les trouver en occasion si ça vous tente. Pareil, c'est un shoujo où on va suivre Musubu qui vit chez sa sœur en fait qui est mariée, qui vient d'avoir un enfant parce qu'en fait ses parents à elle sont partis travailler à l'étranger. Et Musubu, le problème c'est que voilà, elle a du mal à faire sa place, elle sait pas qui elle est vraiment, ce qu'elle veut être. Du coup, elle va faire des choix un petit peu spontanés sur un coup de tête. Elle va avoir peur de décevoir. Enfin bref, c'est vraiment ce récit d'une adolescente qui se cherche. Et elle va rencontrer Manabu, voilà, qui est un garçon qui va totalement craquer sur elle.
Au début, elle va pas trop lui donner trop d'importance, mais au final, ils vont voilà, se lier d'une certaine amitié. Et voilà, c'était une super petite lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shoujo un petit peu vintage, hein, parce qu'il est paru il y a quand même un moment, je sais plus quand, mais il y a un moment, ça c'est sûr. Mais bref, voilà, j'ai pas énormément de choses non plus à en dire, si ce n'est que voilà, c'est récits d'ado sur voilà, la recherche de soi-même que j'aime tant en fait. J'adore ces thématiques-là, donc forcément, ça l'a totalement fait avec moi. Et j'ai beaucoup aimé le dessin également. Enfin bref, c'était cool, drôle et en même temps touchant. J'ai aussi lu la suite de Love Mix Up avec le tome 2 et 3. Ce mois-ci est sorti le tome 4, il va falloir que j'aille me l'acheter. Voilà, ça c'est toujours aussi drôle, aussi mignon, aussi prenant, voilà, de cette bande d'adolescents qui apprennent à connaître un petit peu leurs sentiments, les relations amoureuses, etc. Enfin bref, ça a une vibe très Blue Flag, mais vachement plus loufoque, et ça me fait vraiment du bien comme lecture. Donc voilà, je passe assez vite sur celui-ci pour vous présenter L'Oiseau d'or de Kénis, qui est un manga en 4 tomes. Je serais passée totalement à côté si certaines youtubeuses et bookstagrammeuses de manga shoujo n'en avaient pas parlé. Donc c'est en 4 tomes, c'est très court et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui voilà, vit pour l'écriture, elle adore écrire des histoires, sauf qu'à son époque, donc au 19e siècle, être une femme et écrire, no way, c'est pas possible. Du coup elle va envoyer son manuscrit à une maison d'édition à Londres sous le nom d'un homme. Et quand elle reçoit une réponse, elle va donc se rendre à Londres déguisée en homme. Donc voilà, elle prend son rôle d'homme très au sérieux puisqu'il faut qu'elle soit crédible pour continuer de pouvoir publier son livre. Et là-bas, elle va faire la rencontre de plusieurs personnes avec qui elle va se lier d'amitié, même peut-être plus que ça, et découvrir un petit peu notamment aussi tout ce qui est d'ordre de l'aristocratie, pardon, à travers plusieurs histoires. Et voilà, elle en apprend un peu plus aussi sur... ça parle du processus d'écriture, etc. Enfin bref, c'était vraiment super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis 4 tomes, franchement, je vois pas pourquoi vous hésitez. Et puis voilà, ça parle évidemment de... C'est un récit hyper féminin, féministe. Enfin, je veux dire, ça vaut le détour de le lire. Et passons maintenant pour terminer aux 2 BD que j'ai lus. J'ai lu Coven, voilà, pareil, je m'attarde pas dessus, ça a été une lecture sympa, mais voilà, qui m'a pas non plus transcendée. J'ai trouvé que on restait quand même sur certains stéréotypes dans cette histoire, puisque en fait on suit des lycéennes qui vont faire appel à la magie pour sauver l'arbre multicentenaire qu'elles connaissent depuis toujours, qui trône au milieu d'un parc. C'est un album qui est adapté d'un webtoon. Je trouve que la patte un peu comique colle très bien à l'histoire. C'était voilà, très sympa, mais voilà, c'était sympa. Et enfin, parlons d'une BD que j'ai adorée, mais vraiment, je vais essayer de pas trop parler, parce que la dernière fois que j'ai tourné cette vidéo, puisque c'est déjà la deuxième fois que je la tourne, puisque je ne suis pas satisfaite de moi-même, j'en ai parlé pendant 20 minutes je crois, donc on va peut-être se détendre. Du coup j'ai lu Blanket de Craig Thompson, que je veux lire depuis très longtemps. Il est dans ma file depuis très longtemps. Je l'ai enfin sorti. Je voulais vraiment commencer par la biographie de Craig Thompson, et c'est ce qu'est cet ouvrage. En fait, c'est un récit qui m'a beaucoup émue et qui m'a vraiment rendue addict. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire, j'ai lu, et puis hop, c'était la fin. Et pourtant, il fait beaucoup de pages, hein. Il fait quasiment 600 pages. Il est très gros, très dense, et voilà, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette biographie de ce petit garçon, voilà, qui vient d'une famille très peu aisée, où
l'hiver, il avait très froid, il se collait à son petit frère dans le lit. C'est limite s'ils n'avaient pas des glaçons en fait qui sortaient d'eux, tellement il faisait froid. Et l'été, ils n'avaient pas la clim, donc ils mouraient de chaud. Voilà, c'est un petit garçon qui a aussi eu du mal à faire sa place, puisque il a connu un petit peu pas mal de harcèlement. Il a une relation avec son petit frère au début qui est assez spéciale, et puis au fil du temps, à force de grandir, ils s'éloignent, ils deviennent en fait un petit peu des inconnus. Donc c'est l'histoire aussi de ce garçon, voilà, qui rencontre une fille avec qui il va beaucoup se lier, et puis leur histoire va mener à des choses qui ne s'y attendaient pas finalement. C'est beaucoup de désillusions, c'est beaucoup de recherche de soi, c'est beaucoup de tendresse et de quête en fait. C'est une quête de soi-même. Trouver qu'est-ce que c'est son truc, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, quand il faut lâcher les bonnes personnes, avec quelles personnes renouer. C'est vraiment un récit hyper riche qui m'a vraiment pris aux tripes en fait, clairement. J'ai beaucoup aimé voilà, la quête de cet homme, la quête de lui-même en fait, la quête de savoir ce qui va devenir, parce que lui, il trouve qu'il est toujours à côté de ses pompes et qu'il est trop différent et que voilà, il trouvera jamais sa place en fait. Et du coup voilà, c'était très touchant, j'ai beaucoup aimé, vraiment, lisez-le. Et donc voilà, c'est tout pour mon bilan lecture de mars. J'espère que ça vous a plu, que j'ai résumé tout ce qu'il fallait, mais pas trop non plus. J'ai essayé de faire un effort là-dessus, de m'améliorer. J'espère que ça vous intéresse aussi d'avoir les notes en bas à chaque fois que je lis un livre. J'espère que je vous en dis pas trop, que voilà, je donne mon avis. Tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est ce que je veux, c'est que ce soit des bilans lecture qui se regardent assez facilement. Et, et on va essayer de pas s'étouffer. Mais voilà, je reprends les bilans lecture. Je vais essayer de maintenir ce rythme de 1 par mois, parce que je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir vous faire un retour sur mes livres, toutes mes lectures. Surtout que je fais vraiment de très bonnes lectures, vu que je connais de plus en plus voilà, mes goûts littéraires, donc forcément j'ai assez peu de déceptions, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu en mars, et si dans ce que j'ai lu il y a des choses qui vous intéressent ou que vous avez lu, si vous partagez mon avis ou pas du tout. N'hésitez pas en commentaire, et sur ce je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!